Aksharam TV, bonjour. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne, la chaîne Aksharam TV. Je suis Mario Sossou. Nous allons avancer dans notre aventure que nous avons lancée depuis un certain temps déjà avec une aventure qui nous lance dans la découverte du service de la thérapie à travers la compréhension des différentes prestations qu'ils apportent. Alors aujourd'hui, nous allons avancer avec la métaphysique et l'orientation scolaire et universitaire. Quoi comprendre? Restez avec nous donc pour découvrir tout cela avec notre invité habituel, M. Maurice Awindé. Bonjour. Bonjour, M. Mario, comment tu vas? Eh bien, je vais divinement bien. Ah? C'est plaisant de se retrouver ensemble. Et une fois encore, nous sommes ensemble pour échanger avec les téléspectateurs et téléspectatrices sur la thérapie, les services de la thérapie de Aksharam International TV. Métaphysique et orientation professionnelle, Monsieur Maurice Awindé, pourquoi tenir compte de la métaphysique dans l'orientation scolaire ou universitaire? Tenir compte de la métaphysique dans l'orientation scolaire ou universitaire, c'est en fait de ne pas se laisser aller à n'importe quel vent. C'est de pouvoir faire des choix judicieux quant à la vie scolaire et universitaire de l'enfant. C'est de faire en sorte que ce soit au collège ou à l'université, l'enfant puisse être le mieux orienté que possible et qui par la suite pourrait donc trouver le meilleur choix à faire du point de vue professionnel. Okay. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'école prépare à la vie active. Et lorsque nous parlons de la vie active, c'est la vie professionnelle. C'est vrai que aujourd'hui, de moins en moins, on fait le lien direct entre la formation scolaire et universitaire et l'activité que nous exerçons après, parce que ce n'est plus tellement direct que je passe de telle formation et que j'exerce telle activité. Il y a des cas de plus en plus nombreux qui nous montrent qu'on peut faire telle formation et que dans la vie active, on se retrouve dans une autre activité qui n'a pas un lien direct avec la formation que l'on a reçue. Mais de toutes les façons, il est quand même nécessaire de pouvoir tenir compte de la métaphysique pour mieux orienter l'enfant, parce que l'enfant a été d'abord métaphysique, l'enfant a été d'abord au-delà du physique avant d'être physique. Et ce que nous disons, ce n'est pas seulement que dans l'orientation scolaire et universitaire, c'est aussi dans tout domaine et dans toute chose que nous faisons. Parce que, comme je le dis souvent, il fut un temps où nous n'étions pas ici. Bien sûr. Et il y aura un temps où on disparaîtra également. Cela veut dire que nous ne sommes pas du physique, nous sommes quelque chose qui est venu dans le physique et qui, à un moment donné, va partir également du physique. Nous sommes de la métaphysique, nous sommes spirituels. Alors, quel est un peu l'impact de la dimension métaphysique sur l'orientation scolaire? Oui, la dimension métaphysique influence directement, on dira directement ou indirectement, mais influence tellement ce qui est physique que la vie scolaire et universitaire ne peut échapper à cette influence. Ça ne peut pas, parce que de toutes les façons, il y a quelque chose de métaphysique qui fait opérer, qui fait mouvoir le corps, qui fait orienter le corps dans telle ou telle direction. Il y a quelque chose de métaphysique qui en fait donne du mouvement à notre mental, qui donne de l'activité à notre mental. Il y a quelque chose de métaphysique qui donne de l'activité à nos émotions et à notre corps. Cela veut dire donc que lorsque nous prenons l'être humain, qu'il soit
enfant, adulte ou vieux, il y a toujours une dimension métaphysique qui opère en lui parce que à partir du moment où il continue toujours d'être en activité du monde physique, la dimension métaphysique est en fait la dimension qui fait mouvoir la dimension physique. Il est donc normal que dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quel secteur où l'être humain se trouve, il faut quand même faire un recours à la dimension métaphysique pour pouvoir mieux orienter les choses. C'est la voie de la sagesse. Alors, voie de la sagesse, dites-vous, disons, à qui revient un peu la responsabilité de cette orientation professionnelle? De cette orientation scolaire. Voilà, orientation scolaire plutôt par rapport au volet métaphysique. Non, la responsabilité, c'est vrai hein, que de toutes les façons, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la formation scolaire et universitaire d'un enfant. Au niveau primaire, bon, ok, d'accord, il y a les parents, il y a les enseignants. Au niveau secondaire, vous avez également les enseignants et les parents. Au niveau universitaire, vous avez de moins en moins, souvent, les parents. Et c'est beaucoup plus, donc, les enseignants. Et la personne elle-même, parce que déjà à partir donc du niveau universitaire, on commence par se prendre en charge d'une certaine façon ou d'une autre, où on se sent beaucoup plus responsable de sa vie et de moins en moins on subit l'influence donc des parents. Il y a beaucoup de parents qui disent bon, après le bac, on relâche un peu. Ils interviennent peut-être juste pour donner l'orientation du choix et par la suite mettre de l'argent à côté, mais la pression qu'on subit généralement au niveau scolaire où les parents sont derrière nous pour dire apprenez telle leçon, faites ci, faites ça. La pression diminue. La pression diminue. Ça nous octroyait ou ça nous octroie une certaine forme de liberté où on commence par se sentir garçon au moins. Donc, de toutes les façons, il serait judicieux que l'implication des parents soit à 100%, à quel niveau que ce soit, de la formation, de l'éducation, de la formation ou de l'éducation de l'enfant. C'est vrai que les enseignants jouent un grand rôle, mais le rôle de l'enseignant, c'est d'apporter le concept de la science. L'enseignant ne peut pas mieux connaître un enfant que ses géniteurs. C'est vrai que l'enseignant dira, voilà, dans telle ou telle science, voilà comment ça passe, voilà les règles, voilà les principes, voilà comment, on peut, concevoir les choses, voilà comment on peut, émettre des hypothèses pour pouvoir arriver à telle ou telle conclusion et tout le reste. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Mais le rôle des parents, c'est en fait de voir qui ils ont comme enfants. Et voir qui ils ont comme enfants ne se limite pas au fait que l'enfant a eu de telles, de belles notes dans telle ou telle matière. C'est pouvoir analyser l'enfant aussi bien sur le plan corporel, physique, à travers ses actes. C'est aussi de pouvoir l'analyser à travers ses émotions. Et c'est aussi de pouvoir l'analyser à travers son intelligence intuitive. De pouvoir l'analyser à travers ses réflexions. L'enseignant ne peut pas avoir de la main à faire ces analyses. C'est depuis que l'enfant est encore enfant qu'on doit commencer déjà par l'analyser pour voir quels sont les domaines dans lesquels il est apte à agir. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels je le vois en train donc de... Et par rapport à tout ça, on peut déjà se faire une idée de ce que l'enfant pourrait être en tant que personnalité. Quelle est la personnalité qui est en train de se forger dans cet enfant? Et si, entre-temps, vous avez des parents qui ont suffisamment de la hauteur spirituelle, c'est également d'entrer en communication avec l'esprit supérieur de l'enfant, entrer en communication avec l'esprit métaphysique de l'enfant pour pouvoir discuter avec lui et lui demander, mais d'où viens-tu? Tu es qui? Et ce que tu es venu faire? Ce sont autant de choses que nous ne faisons généralement pas en tant qu'enfant et on estime qu'il suffit tout simplement de se faire avoir le titre de père ou de mère et que c'est fini, surtout si on a un peu de moyens qu'on met à disposition et que bon, c'est ça. C'est l'expérience qui par la suite nous prouve que malgré toute la richesse, malgré tous les moyens que nous avons mis à disposition, que l'enfant n'a pas pu être grande chose comme on l'aurait souhaité dans nos espoirs.
mais il y a quelque chose alors qui a mal tourné. Bien sûr. Et c'est ce que je dis généralement à nos parents. Quand un parent dit oui, je pense avoir tout fait, et pourtant voilà ce qu'il y a de non, vous n'avez pas tout fait. Si vous aviez tout fait, ça aurait pu donner tout. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait certainement, qui est la défaillance du système, qui a causé la défaillance dans le système et qui a donné le résultat que nous avons devant nous, qui en fait est que l'enfant n'a pas réussi comme on l'aurait souhaité. Donc, il faut de la hauteur spirituelle, il faut de la connaissance pour pouvoir... Moi, j'ai toujours peur de cette charge de responsabilité parentale et je me dis, le moins qu'on puisse en faire serait le mieux parce que avoir un enfant sur soi à éduquer, c'est beaucoup de choses. C'est se donner une grande responsabilité, surtout sur le plan métaphysique, surtout sur le plan spirituel. C'est gros. On n'imagine pas. Vraiment, vraiment. Je me rappelle, à l'époque, quand le parent voit son enfant en train de faire de la musique, oui, les parents me disaient, c'est ceux qui ont raté leur vie qui font de la musique. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette culture de si je n'ai pas excellé à l'école, je peux faire de la musique qui, en fait, à un moment donné, a noirci le monde donc de l'art, parce que la musique est un art. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est, on dit, si l'enfant joue trop dans la rue, ah, écoute mon enfant, écoute, c'est ceux qui ne résistent pas à leur école qui jouent. Et aujourd'hui, on a compris que même ceux qui ont réussi à l'école veulent jouer. Exactement. Alors, quel conseil vous pouvez apporter aux parents lorsque l'enfant se montre dans certains choix que le parent même ne comprend pas? Non, c'est juste de laisser les potentialités de l'enfant, disons, laisser l'enfant faire éclore ses potentialités. Parce que lorsque nous avons un enfant et que nous voulons que l'enfant soit ce que nous n'avions pas pu, nous ratons généralement le coaching de l'enfant. Lorsque nous avons un enfant et que nous souhaitons que l'enfant soit ce que nous n'avons pas pu être, on rate généralement le coaching. Parce que généralement, beaucoup de parents estiment que parce que je n'ai pas pu faire ci, il faut que mon enfant le fasse. Ou bien, j'ai pu faire ceci et ça m'a marché, donc il faut que l'enfant le fasse. Dans certains cas, ça peut marcher. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas absolument que ça pourrait marcher. Si, entre-temps, en étudiant l'enfant, en analysant le comportement psychologique, le comportement physique et même en communiquant avec l'enfant sur le plan intérieur, il s'alliait sur des choix que vous lui avez faits, bravo. Mais si vous n'avez pas pu faire ça et que vous estimez que vous pouvez imposer le choix de l'extérieur, ça passe pas souvent ou apparemment ça peut passer. Et aujourd'hui, vous allez constater même qu'il y a des enfants issus des familles suffisamment riches qui ont été orientés par leurs parents et qui aujourd'hui peut-être vivent dans un secteur d'activité qui leur apporte de l'argent. Mais quand vous leur posez des questions pour savoir si ils sont véritablement épanouis dans ça, là, ils vont te dire si ce n'était pas papa ou si ce n'était pas maman, qui ne seraient pas en train de faire de telles choses. Non pas que ce n'est pas bon, mais qu'ils ne se sentent pas trop là-dedans. Et il arrive même des moments où, malgré ce qu'ils y reçoivent du point de vue, disons, bien financier, ils décident carrément donc de passer à autre chose. Parce que de l'intérieur, il y a un appel plus fort qui dit ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et si entre-temps, il était écouté, si entre-temps, cette partie de l'enfant était écoutée, je pense qu'on aurait pu, disons, économiser assez d'énergie, assez de biens ou assez de moyens financiers. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Il n'y a pas de piètre activité. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, le monde nous révèle qu'il n'y a pas de piètre activité, et qu'il n'y a pas de piètre profession. Et que lorsque, dès le bas âge, je constate que l'enfant, peut-être, quand il prend un crayon, il dessine bien. Quand il prend, disons, un stylo et qu'il se met à écrire, que c'est l'art, que c'est de l'art, que c'est de la beauté, cela veut dire qu'il commence déjà par démontrer qu'au plus profond de lui, il a quelque chose à faire voir. Lorsque je constate qu'il chante bien et qu'il retrouve facilement les gammes
pendant qu'il se met à chanter, cela veut dire que intuitivement, elle ou il a quelque chose déjà en elle qui doit faire valoir. Mais au-delà de tout ça, il faut pouvoir entrer en communication avec ce que j'appelle l'espace de vérité au sein de l'enfant. Cet espace de vérité que j'assimile généralement, si je dois me référer à la religion, à l'Esprit de Dieu en nous, il faut pouvoir l'écouter. Il faut pouvoir l'écouter à chaque instant. Parce que, en fait, cet espace de vérité, cette vérité en nous transcende tout et est en mesure de vous communiquer intuitivement ce pourquoi l'enfant est arrivé. Et dès lors que vous comprenez ce pourquoi l'enfant est arrivé, le choix que vous allez pouvoir lui faire du point de vue orientation scolaire et universitaire doit être guidé en fonction donc de la mission de l'enfant, en fonction aussi bien de la mission de vie de l'enfant que de la mission professionnelle de l'enfant. On tient compte de tout ça pour dire, ah attention, tu vas faire telle série, tu vas faire telle filière. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler justement. Alors, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité, de la possibilité, d'ailleurs de la recommandation qu'on puisse quand même se connecter à la dimension spirituelle de l'enfant. Est-ce qu'il y a une date limite que le parent a encore la possibilité de le faire ou bien à n'importe quel moment de l'évolution de l'enfant, le parent a encore la possibilité donc de faire cette prise de contact et voir ce qu'il faut corriger? C'est possible de le faire à tout âge. Sauf que quand l'enfant devient de plus en plus responsable, ça devient plus difficile si il ne vous autorise pas à le faire. Il nous était arrivé entre-temps pour une mère, maman, qui a demandé à notre service, le service de la thérapie, une orientation scolaire et universitaire pour son enfant. Mais quand nous, on est allé sur le dossier, il s'est avéré que on n'a pas du tout eu accès à la connaissance. On n'a pas du tout eu accès au monde intérieur de l'enfant. Nous avons repris le travail et ça n'a encore absolument rien donné. Et on était en pleine méditation quand intuitivement je me suis rappelé que, ah tiens, c'est vrai que la dame a dit faites si. Est-ce que l'enfant a été véritablement informé du tenant et des aboutissants du travail et est-ce qu'il a donné son accord? Donc quand on est revenu, nous avons appelé maintenant la maman et on lui a demandé, ok, vous avez demandé tel service pour votre enfant, vous avez voulu comprendre quelle est son orientation scolaire et universitaire, est-ce que vous avez échangé avec lui, est-ce que vous avez eu son accord? La dame a dit non. On lui a dit, bon, au fait, on n'a pas pu faire le travail parce que on n'a pas eu accès à son monde. Parce que justement, il n'a pas donné son accord, il n'a pas donné l'autorisation de le faire. Donc, quel que soit l'âge, c'est possible. Mais lorsque l'enfant n'a pas encore l'âge majeur, l'âge de responsabilisation qui généralement fait 7 fois 3 dans le monde, disons, du domaine spirituel, 7 fois 3, ça fait 21. Déjà à partir du deuxième, c'est-à-dire à partir du 14e, il commence déjà par affirmer une certaine autorité sur son existence. Donc, si c'est encore à l'âge avant 7 ans et tout le reste, vous pouvez prendre de cette décision et même encore là, il faut essayer de l'informer et de lui dire c'est pour son bien que vous avez voulu faire telle ou telle chose, vous avez voulu demander tel ou tel service. Donc, lorsque l'enfant n'a pas encore affirmé une certaine responsabilité, une certaine autorité sur son existence, c'est possible en tant que parent de rentrer facilement en contact avec lui. Et au fur et à mesure qu'il grandit, ce n'est plus possible à moins que vous lui demandiez une autorisation et qu'il vous dise ok d'accord, tu peux, je l'autorise à ce que tu ailles connaître donc aussi pour ça. Donc ça peut se faire à tout âge, sauf qu'à des moments donnés, il faut prendre certaines précautions pour ne pas se faire rater le but. Alors dites-nous, quels conseils en termes de pratique les parents peuvent conseiller aux parents pour aider à retrouver la bonne orientation. Voilà. Je pense qu'en termes de pratique, je vais donner d'abord un genre d'exercice qui permettrait à l'enfant lui-même, si entre-temps il était déjà à un âge un peu avancé, de pouvoir s'orienter. Déjà après 7 ans, où l'enfant peut ressentir des choses et communiquer, il peut déjà commencer par travailler. Il s'agit par exemple d'un exercice très simple. Et l'enfant peut s'asseoir dans une position de méditation et ressentir la présence qu'il est. Quand je dis ressentir la présence qu'il est, c'est en fait
généralement, vous êtes dans un lieu et vous ne savez même pas que vous êtes là. C'est le commun des gens. Mais dès lors que vous savez que vous êtes ici, c'est que vous êtes présent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'enfant doit ressentir qu'il est là. Et quand il ressent qu'il est là, s'il a la possibilité et qu'il est déjà, disons, si ses essais déjà à la méditation, c'est très bien. C'est de pouvoir tout simplement ressentir au sommet de sa tête qu'il y a une lumière blanche qui est au niveau de sa tête. Parce que la tradition raconte que nous avons tous une divinité parfaite qui est suspendue au-dessus de notre tête. Donc, dès lors que vous ressentez de la lumière au-dessus de votre tête, vous ressentez cette lumière ayant des rayons infinis. Et l'ensemble de ces rayons constitue donc l'ensemble des possibilités infinies que vous êtes en tant qu'être. Cette lumière que vous ressentez, vous allez progressivement la faire redescendre jusqu'au niveau donc de votre cœur, en traversant donc le canal de la colonne vertébrale. Dès lors que vous ressentez cette lumière au niveau donc de votre cœur, vous allez commencer donc par communiquer avec cette lumière pour lui dire de vous révéler vos talents, de vous révéler vos dons, de vous révéler donc disons, ce qui en vous doit être donné, ce qui en vous doit être extériorisé. Et dès lors que vous faites de tels exercices pendant un bon moment, je dis généralement, si vous n'êtes pas encore habitué à la méditation, l'idéal c'est de le faire le soir et de demander au maître des rêves, au guide des rêves ou à votre espace de vérité, comme je le dis, de vous aider à comprendre les rêves au sujet donc de votre orientation. Donc de vous révéler en fonction de vos talents, en fonction de vos dons, quelle est la meilleure orientation scolaire et universitaire que vous devez prendre. Ce n'est pas, disons, donné à toute personne de le faire. C'est pourquoi, de toutes les façons, nous aurions souhaité que vous puissiez le faire. Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours vous référer à nous et on va vous aider donc à déterminer la bonne orientation scolaire et la bonne orientation universitaire pour finalement la meilleure, disons, orientation professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir y pensé. Généralement, on n'y pense pas. On n'y pense pas et on se laisse conduire par l'apparence, par ce que la société a dit de faire. Et c'est quand nous finissons qu'on constate qu'on aurait pu faire ci ou on aurait pu faire ça. Donc, voilà un exercice fort simple que vous pouvez faire avec les enfants pour les aider donc intuitivement à comprendre les dons et les talents en eux et en fonction de ces dons et de ces talents, quelles sont les meilleures filières qu'ils peuvent faire pour pouvoir donc s'en sortir. Parce que les défis qui nous attendent sont de plus en plus grands au sein de l'humanité et il faut de grands hommes. Et les grands hommes, c'est ceux qui sont en accord avec leur être intérieur. Alors, un petit lien oui. entre l'énergie d'incarnation. Est-ce que si, disons, le parent, après des pratiques, connaît un peu la mission d'incarnation de son enfant, oui. Est-ce que ça a un rapport avec l'orientation professionnelle? Oui, pourquoi pas. En fait, c'est un tout ensemble. Que ce soit mission d'incarnation, mission professionnelle ou orientation scolaire et universitaire, c'est la société qui est organisée de cette façon aujourd'hui et que un enfant doit aller à l'école. Un enfant doit étudier. Et au-delà de l'étude, un enfant doit avoir un choix de métier, un choix professionnel à l'âge adulte justement. Et du point de vue existentiel de l'être venant à l'existence, il est normal que nous ayons une mission. Donc, de la façon dont, si on connaît déjà la mission, on peut en déduire la profession. Et quand on connaît la profession, on peut en déduire les filières qu'on peut faire. Comme on peut partir du bas vers le haut, c'est-à-dire que je commence d'abord par comprendre quelle est la meilleure orientation scolaire et universitaire, et par la suite je me dis, à partir de cette orientation scolaire et universitaire, quel est le choix de métier qui est en accord avec mon énergie d'incarnation, et puisque je suis dans une société, quelle est la mission que je suis appelé donc à accomplir au sein de la communauté, au sein de la société, pour qu'elle puisse se porter le mieux que possible. Donc, sur les parents qui ont encore la possibilité de connaître la mission d'incarnation de leur enfant, c'est donc une forte recommandation que vous leur donnez. Parfaitement, de leur enfant. Et si vous n'êtes plus à l'âge enfant,
il s'agit maintenant de se prendre en charge et d'aller à la recherche de votre mission d'incarnation. Et donc c'est possible aussi qu'une personne qui est adulte peut encore découvrir sa mission d'incarnation. Oui, pourquoi pas. Même à la veille de votre mort, vous pouvez définir. Okay. Je pense que ça aidera à corriger beaucoup de détails en matière de faute. Même à la veille de sa mort, on peut toujours maintenant prendre conscience de sa mission d'incarnation. Peut-être que ce serait déjà trop tard. Et on va la rejeter alors pour l'incarnation prochaine. Et c'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire que les instants avant la mort, on découvre tout simplement qu'on n'a pas fait l'essentiel. Et on dit, bon, c'est déjà passé. La prochaine fois serait la meilleure. Et peut-être que la prochaine fois, on dira encore, on est passé de côté. Et une autre fois serait la meilleure. Jusqu'au moment où, finalement, comme le dit mon instructeur spirituel, Maître Elmansio Gosson, jusqu'au moment où vous n'aurez plus de marge de manœuvre que d'assumer votre mission. Et là, ça devient très délicat. Très délicat. Et très difficile parce qu'on ne vous donne plus de marge de manœuvre. Vous avez compris, si vous n'avez pas encore découvert la mission d'incarnation de l'enfant, ça serait un atout pour aider l'enfant dans son orientation professionnelle, son orientation scolaire et universitaire. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, je pense que vous avez des services que vous offrez. Ah oui, c'est notre rôle, c'est la mission que nous on s'est donnée, d'aider les gens à s'épanouir, d'aider les gens à être en accord avec leur monde intérieur. La métaphysique est un instrument d'harmonisation de la vie extérieure et de la vie intérieure. C'est pourquoi je dis généralement aux gens, que vous soyez spirituel ou religieux ou quoi que ce soit, quel est l'impact de ce que vous faites du point de vue spirituel sur votre existence. C'est ça qui détermine si vous êtes en train véritablement donc de vous prendre en charge. Si vous avez une spiritualité qui, en fait, est dissociée de votre existence, elle ne valent pas la peine. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Vous allez retrouver dans la description toutes les informations, les contacts du service de la thérapie, ainsi que les autres services que vous pourrez donc solliciter donc, auprès donc, de ce service-là. En attendant, aimez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très vite. Merci M. Mario d'avoir été là et puis merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Christ, que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient.